Après son placement en CRA, centre de rétention administrative, Charlotte Dornelas, le suspect est à nouveau libéré, non pas au Maroc, mais en France. Comment s'est-il retrouvé dehors en France avant même la fin de sa peine? Alors donc je vous le disais, on en était au moment où il sort de prison, puisqu'il bénéficie d'une libération conditionnée à son expulsion. Il est placé immédiatement en CRA, le même jour, et un placement en centre de rétention administrative, qui est un placement qui se fait pour certains profils en vue d'organiser leur éloignement forcé, puisque vous savez que l'OQTF, en gros, c'est une obligation, vous avez 30 jours pour quitter le territoire. Quand vous avez un placement en CRA, c'est que vous savez que le profil, vous allez organiser l'éloignement forcé avec les services administratifs. Et le placement en CRA, en France, c'est 90 jours maximum. Donc comment s'est-il retrouvé en dehors du CRA avant la fin, avant le délai de ces 90 jours? Eh bien, c'est tout simplement qu'il n'y a pas 90 jours pour l'expulser, il y a maximum 90 jours pour l'expulser. Vous allez voir que ça fait une petite différence. En réalité, quand il arrive au CRA, l'étranger fait plusieurs passages devant le juge de la liberté et de la détention pour savoir s'il est légitime ou non de le retenir. Vous savez, de manière générale, l'état d'esprit de la justice, c'est que la liberté est la règle et l'emprisonnement, et donc en l'occurrence la rétention, est l'exception. C'est déjà ça, si vous permettez, Charlotte, une grande interrogation. Bien sûr. Une véritable question Bien à se sûr. poser. La liberté est la règle. Absolument, la liberté est toujours la règle. La rétention, là, dans le cas qui nous occupe, est donc l'exception. Et c'est donc à la préfecture de motiver la raison pour laquelle elle veut prolonger cette rétention, et le juge des libertés statue. Le premier passage devant le JLD, donc ce juge, c'est 48 heures après l'entrée dans le centre de rétention administrative. À ce moment-là, la préfecture, pour réclamer la prolongation, doit justifier qu'elle a notifié tous ses droits à l'étranger, doit prouver que l'organisation du départ a commencé. 48 heures, vous voyez le nombre qu'il y a. Donc elle doit justifier de l'organisation du départ, par exemple la prise d'un billet d'avion. Elle doit justifier également d'avoir pris déjà contact avec le consulat du pays d'origine suspecté de la personne qui doit être éloignée. À ce moment-là, si elle peut prouver tout ça, le juge des libertés prolonge de 28 jours. Au bout de 28 jours, il y a un deuxième passage. Là, pour prolonger encore la rétention, il faut justifier d'une absence de réponse du pays d'origine. Et que donc, ça ne dépend pas de la préfecture, mais du pays d'origine qui ne répond pas. Là, le juge des libertés peut prolonger à nouveau de 30 jours. Au bout de 30 jours, on passe en procédure dite exceptionnelle. Donc là, on est au bout de 60 jours de rétention. On passe en procédure dite exceptionnelle. Et là, pour l'ultime prolongation, donc vous avez 2 fois 15 jours, donc il y a un passage au milieu, la préfecture doit prouver que l'étranger a soit empêché l'éloignement physiquement, et donc il est nécessaire de prolonger cette rétention, soit demander l'asile, puisqu'il peut encore le faire, mais prouver que c'est à des seules fins d'empêcher l'éloignement, il faut le prouver, ou alors, je cite, qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Donc, notre juge des libertés et de la détention, en face de cet homme, il arrive à la prolongation exceptionnelle de 15 jours. Le Maroc, à ce moment-là, dans le dossier, a été sollicité 4 fois. Le 18 juin, le 17 juillet, le 16 août et le 27 août. Il n'y a eu aucune réponse. Donc, je reprends l'idée, pour que le juge puisse, par la loi, prolonger la rétention, il faut que la préfecture prouve que la délivrance du laissez-passer consulaire est à bref délai. La préfecture, devant l'absence de réponse du Maroc, est évidemment incapable de le faire, et le juge se voit dans l'obligation, par le texte de loi, de libérer la personne. Donc là, on a un juge dans sa décision de remettre cet individu dehors, le juge dit: le risque de réitération de faits délictueux et donc la menace à l'ordre public ne peut pas être exclu. Alors là, on se dit, bah oui, mais le trouble à l'ordre public, c'est un motif de prolongation. À ceci près que le trouble à l'ordre public doit être prouvé dans les 15 jours qui précèdent la décision du JLD. Si pendant les 15 jours qui précèdent cette décision, il n'y a eu aucun comportement qui contrevient à l'ordre public, la loi exige qu'il soit libéré. Donc, en l'occurrence, notre homme, et c'est comme ça que conclut le juge dans sa décision, les conditions légales d'une nouvelle prolongation
ne sont pas remplies. Ce qui libère cet homme au bout de 60 jours, c'est la loi. Et c'est bien tout notre problème, en l'occurrence. C'est bien tous les gens qui nous disent « Ah ben non, mais tout a fonctionné normalement ». Mais c'est précisément le problème. C'est précisément la raison pour laquelle il faut que ça fonctionne normalement, différemment. Il est donc libéré à ce moment-là, sous contrainte de pointage et assigné dans un hôtel qui est prise en charge par la Direction générale des étrangers en France. Alors j'ai été voir dans l'hôtel en question, c'est 40 € la nuit, ça donne quand même une indication aussi. On se demande souvent quel est le coût de tout ça. Là, vous mettez ça en plus de tout le reste. Vous pensez que le passage devant le juge avec des avocats aussi pour la préfecture, avec des policiers qui surveillent aussi l'audience, tout ça évidemment a un coût. Je referme la parenthèse. 2 jours après sa libération, le Maroc délivre le laissez-passer consulaire. Alors, je me suis demandé, moi, très honnêtement, si c'était un hasard ou pas. Et plusieurs juges des libertés et de la détention qui travaillent en centre de rétention administrative m'ont dit que les pays d'origine connaissent toutes ces étapes. Et il n'est pas rare que les laissez-passer consulaires soient donnés pile au moment où la libération était contrainte par la loi. Entre-temps, notre individu a disparu. Il ne respecte pas son assignation à résidence. Entre-temps également, et on l'a vu, la mesure d'éloignement a été inscrite au fichier des personnes recherchées, signe que c'était assez suivi administrativement. Et le 18 septembre, il y a un signalement au procureur de l'article 40 parce qu'il ne respecte pas son assignation à résidence. Et entre-temps, Philippine a été tuée. Charlotte Dornelas, vous nous décrivez finalement un parcours voulu par la loi elle-même. Faut-il parler d'impuissance organisée ? Mais je crois que c'est exactement le mot. Et si M. Migaud n'aime pas le mot de laxisme, il peut reprendre celui d'impuissance voulue. Tant que rien n'est changé, c'est de l'impuissance voulue à force. Parce que les dispositions légales accumulées ces dernières années, d'abord, font de l'incarcération, et on l'a vu avec la rétention, l'ultime recours. Tout n'est pensé que comme ça. Donc forcément, vous accumulez des droits de la défense sans prendre en compte le risque que font peser ces droits non essentiels. J'insiste, il ne s'agit pas de revenir sur des principes de l'état de droit, mais sur les modalités dans lesquelles sont exercés ces principes. Et par ailleurs, vous avez des décisions législatives qui sont d'une incohérence complètement folle, notamment sur le terrain du droit des étrangers. Par exemple, vous avez l'interdiction du territoire français, qui peut être prononcée cette fois-ci judiciairement par un magistrat, qui a été étendue à plusieurs délits. Oui, mais dans le même temps, on a supprimé le délit de séjour irrégulier. Donc vous vous trouvez avec des gens qui sont en situation irrégulière, mais ça n'est plus un délit, mais vous donnez le droit au magistrat de prononcer une interdiction du territoire, donc de mettre ces personnes en situation irrégulière. Quelle est la logique ? Autre chose, depuis 1995, la libération conditionnelle est donc conditionnée à l'expulsion des personnes, en l'occurrence en situation irrégulière. Sauf que depuis des années, vous multipliez les critères légaux, encore une fois j'insiste, les critères légaux qui empêchent cette même expulsion des étrangers. Donc vous délivrez une ITF, puis vous rajoutez une OQTF, et vous remettez une OQTF, pourquoi pas, et vous organisez le fait que vous ne pouvez pas appliquer les décisions qui sont prises, et par la justice, et par l'administration. Donc, on peut s'attarder sur l'idéologie de tel ou tel, il reste que l'impunité grandit par l'inexécution de peines qui sont prononcées. J'insiste là-dessus, quand vous faites une remise de peine, Monsieur Migaud qui nous dit le laxisme, quand vous faites une remise de peine automatique, quand vous faites une libération conditionnelle à mi-peine, vous ne respectez pas la décision qui a été prise par un magistrat. Quand vous n'appliquez pas une OQTF, vous ne respectez pas une décision qui a été prise, me semble-t-il, dans un état de droit, puisque c'est comme ça que nous vivons. Et en même temps, évidemment, s'effondre la crédibilité même de la justice et le sens qui est donné à la justice par ceux qui essayent de la rendre tant bien que mal. Et là, que va-t-il se passer, Charlotte ? Une extradition ? Alors là, aujourd'hui, on attend l'extradition par la Suisse aux autorités françaises, qui a été demandée. Ensuite, il sera entendu par un juge d'instruction, probablement, puisque l'information judiciaire a été ouverte. Vous l'avez dit tout à l'heure.